de loyer démesurée, les tactiques d'éviction frauduleuses, le harcèlement et la discrimination systématique contribuent à rendre les logements inaccessibles pour une part croissante de la population québécoise. Les évictions se multiplient à un rythme inquiétant, délogeant chaque année des dizaines de milliers de ménages locataires ou les plongeant dans des situations de très grande précarité. Au cours des 5 dernières années, le nombre de cas d'éviction signalés au Comité logement Association de locataires du Québec a été multiplié par 6. Les résultats d'un sondage de la dernière enquête sociale canadienne de Statistique Canada indiquent que 3 % des ménages locataires canadiens ont été évincés de leur logement au cours des 12 derniers mois, ce qui permet d'estimer qu'environ 45 000 ménages québécois ont été délogés dans la loi. L'éviction est maintenant la principale cause d'itinérance au Québec, et si on inclut l'incapacité de trouver un logement en raison de l'inabordabilité des logements disponibles, la situation catastrophique du logement au Québec est maintenant directement responsable depuis la moitié des situations d'itinérance dans la province. La crise du logement est aggravée par des réponses gouvernementales complètement inadéquates. L'idée que la crise du logement pourrait être résolue par une simple augmentation de l'offre de logement ne tient pas compte des dynamiques de pouvoir et des pratiques abusives qui régissent le marché. Il est crucial de mettre en place des mesures de contrôle des loyers plus strictes et de renforcer les droits des locataires pour améliorer l'accessibilité et l'abordabilité des logements et de s'attaquer concrètement aux pratiques abusives qui enfreignent les lois et règlements censés protéger les droits fondamentaux des locataires ainsi que l'abordabilité et l'accessibilité du logement public. Il est en outre indécent que tous les paliers de gouvernement aient complètement abandonné les ménages locataires à plus faible revenu en remplaçant presque complètement le financement du logement social par du logement abordable qui, parce qu'il est assujetti à un marché en surchauffe, est inabordable pour une grande partie de la population locale. Alors que les locataires s'appauvrissent en étiquette folle, on en réduit à presque rien les solutions de logement pour les ménages à plus faible revenu. Non, c'est Edith. Edith. Oui, j'arrive. Oui, je suis là. Ben, bonjour tout le monde. Moi, c'est Edith Lambert de l'Oasis de Lotbinière. Je suis directrice d'une ressource alternative en santé mentale. Donc, le logement, c'est pas notre mission de base comme organisme, mais comme les besoins à ce niveau-là se sont fait beaucoup sentir auprès de nos membres et je dirais auprès de nos partenaires dans notre communauté. Au cours des dernières années, on a développé du travail de proximité en prévention de l'itinérance et en soutien en logement social. Donc, ça fait quelques années que l'organisme, là, on est là-dedans plus concrètement. Donc, c'est ça, tout ça pour dire que la crise du logement, ça se passe pas seulement en ville, on la vit en milieu rural comme partout au Québec. Je vous dirais que dans la dernière année, nous-mêmes, on a été surprises de voir à quel point il y avait des besoins dans notre milieu, puis à quel point il y avait des gens qui se retrouvaient en situation de précarité résidentielle ou en situation d'itinérance, ce qui est assez surprenant pour un petit milieu comme le nôtre. On est une MRC dans Chaudière-Appalaches qui compte environ 35 000 personnes. Donc, j'ai quelques exemples très concrets à vous citer. J'en aurais eu pour plusieurs minutes, mais je vais me concentrer sur ceux qu'on a ciblés. Fait que c'est vraiment dans les derniers mois des exemples qu'on vit dans notre ressource. Un appel d'une station-service près de l'autoroute parce qu'il y avait une personne qui squattait les toilettes pour dormir depuis plusieurs jours. Un appel pour une jeune femme qui perd la garde de son bébé parce qu'elle a des conditions de logement trop mauvaises. Donc, la garde de l'enfant lui a été retirée. Une personne qui vit dans son auto, qui fait de l'errance un peu partout. Cette personne-là vit dans son auto, elle n'a pas son avis de cotisation, donc impossible pour nous de pouvoir qu'elle soit admissible à un office d'habitation ou à un programme de soutien logement d'urgence. Ce couple qui vit dans une chambre, dans le sous-sol d'aînés avec aucune intimité, qui attendent désespérément d'avoir accès à un logement social. Je pense qu'ils sont inscrits partout au Québec pour pouvoir stabiliser leur situation.
Cette personne qu'on a dû accompagner à la rue, on a dû l'amener vers une ressource du côté de Lévis parce qu'elle avait été évincée, puis il n'y avait comme aucune autre solution pour nous que de l'accompagner vers la rue. Je pense aussi aux personnes qui sont parfois évincées des OMH pour différentes raisons. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand les gens vivent une éviction à ce niveau-là, ben, ils sont barrés de tous les HLM partout au Québec pendant 3 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle bien souvent bonjour la rue. De cette personne qui dort dans son local d'entreposage ou même cette autre personne qu'on a dû reloger à Québec. Des fois, on n'a pas aucune autre option. On est dans un milieu rural, donc les options parfois sont plus limitées. Donc, on l'a relogé à Québec. Fait que qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Les gens perdent leur réseau de soutien, les filets de sécurité qu'ils ont dans leur milieu. Donc, c'est ça. Ça, c'est une des conséquences. Fait que bref, notre intervenante en prévention de l'itinérance, que je salue, passe ses journées entières à essayer de trouver des solutions, mais c'est comme toujours se buter à des obstacles qui sont hors de notre contrôle. Les contraintes du système, on les vit en même temps que les gens qu'on accompagne, donc ça amène beaucoup d'impuissance, puis voire même par moments de l'épuisement, du découragement, de la colère. Donc, c'est un nouveau terme qu'on a inventé dans notre équipe. On appelle ça la fatigue d'indignation parce que c'est vraiment épuisant puis fatigant de devoir faire des tours de magie quand on n'a pas de baguette magique pour faire apparaître des logements abordables, du logement social pour les personnes qui ont des revenus limités puis qui peuvent vivre différentes problématiques. Donc, on se bute à toutes sortes de difficultés, que ce soit l'accès aux services publics, l'accès aux services sociaux, l'aide sociale, c'est vraiment tout est compliqué. Donc, bref, le communautaire, on peut pas tout prendre ça en charge. Ces problèmes graves de société est important. Il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait des choses, des solutions durables et pérennes qui soient rapidement mises en place partout au Québec. Bonjour, moi je suis Roselyne Hébert-Morin du comité logement du plateau Mont-Royal. Nous, au comité logement, on fait de la défense de droit. Donc, ça se traduit par vraiment du service individuel, donc on répond aux questions des gens, un à la fois. On fait des ateliers, mais on fait aussi la promotion du logement social, puis beaucoup de mobilisation. Dans les 5 dernières années, par exemple, on a eu une hausse de la demande de services de 124 ce qui fait qu'on est absolument dépassé par les demandes de services individuels et on n'a plus le temps de se consacrer autant à nos autres missions parce qu'on est dans des situations où les gens sont dans l'urgence. C'est très difficile pour nous de faire un choix entre répondre aux questions des gens. Ça peut avoir des conséquences assez terribles si on ne leur répond pas. Et notre mandat principal, qui est quand même de faire pression sur les gouvernements, de faire de l'éducation populaire là, plus collective, à la place de juste répondre aux gens. Souvent, ça va être les mêmes questions auxquelles on va répondre plusieurs fois. D'habitude, c'est le tribunal administratif du logement qui est supposé fournir aux locataires une information adéquate. Malheureusement, on se rend compte que le gouvernement s'appuie trop souvent sur des organismes de défense de droit comme le nôtre pour faire le travail à leur place. Moi, je suis rentrée en poste comme chargée de projet, puis mon mandat, c'est de préserver la mixité sociale sur le plateau Mont-Royal pour les gens qui étaient à risque de perdre leur logement. Je me suis vite rendu compte que c'était pas vraiment une question de relocaliser les gens et que c'était pas une question d'être déracinés du quartier. Les gens ne pouvaient pas se relocaliser du tout. Ils ne pouvaient pas trouver un autre appartement. Avec le revenu que la plupart de ces gens-là gagnaient, il n'y avait pas de solution pour trouver un logement, ni sur le plateau, ni ailleurs à Montréal. Dans le premier mois du projet, j'ai rencontré vraiment beaucoup de locataires dans des situations de crise qui avaient besoin d'un accompagnement vraiment, vraiment plus profond et plus intense que prévu. Juste une semaine après mon entrée en poste, j'ai rencontré un locataire aîné qui avait signé une résiliation avec un évinceur connu et qui était complètement dévasté quand il s'est rendu compte du prix sur le marché. Il était dans son appartement depuis 30 ans. Il faut se dire qu'en 30 ans, les prix ont beaucoup changé. Quand il a eu signé la résiliation, il ne pensait pas que ce serait aussi difficile de se reloger. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas non plus avoir accès aux ressources de relogement et de logement d'urgence, comme il avait signé une résiliation. Ça
ça l'empêchait d'être éligible à la plupart des programmes. C'est vraiment facile d'imaginer à quel point il pouvait être désespéré de se rendre compte qu'à 70 ans, il allait se retrouver à la rue pour la première fois. Et puis, il m'a dit que lui, si c'était ça qui arrivait, il allait se suicider. Ça, c'est la première semaine de ma première job dans le communautaire. Et puis, les mois d'après, ça n'a pas été plus simple. Nous, au plateau, on n'est pas des intervenants. On est des organisateurs communautaires, des chargés de projet. Sauf que là, on se retrouve dans des situations où les gens ont besoin d'aide, beaucoup d'aide, et sont dans des situations désespérées. On n'a pas le temps d'accompagner les locataires à long terme. On a trop de demandes. Sauf que moi, avec mon projet, j'ai pu me consacrer à ça pendant 1 an et les gens me remerciaient tellement. Ils me disaient que j'étais la seule personne à les relancer. Ils appelaient partout, qui laissaient des messages, qui n'avaient pas l'impression d'avoir de support de qui que ce soit d'autre, et puis que je leur donnais un peu d'espoir malgré que je ne pouvais pas faire grand-chose dans la plupart des cas. La complexité de certaines démarches est vraiment, vraiment insurmontable, surtout quand on est dans une espèce de mode survie, finalement, parce que ces gens-là mettent tous leurs efforts à ne pas se retrouver en situation d'itinérance. Puis malgré ça, ils se rendent compte que ça ne donnera rien, c'est ça qui va arriver, et puis que malheureusement, le système en place n'est pas fait pour qu'on puisse les aider. Ils se sentent abandonnés par le système, ils perdent confiance dans les institutions, puis nous aussi, tu sais, parce que jour après jour, être en contact avec des gens qui sont extraordinaires, dont la résilience est inspirante, puis voir que ces gens-là vont quand même se retrouver dans des situations absolument épouvantables, c'est un petit peu décourageant. Mon équipe est convaincue que mon poste était vraiment essentiel pour aider les locataires du plateau Mont-Royal, mais malheureusement, notre subvention n'a pas été renouvelée. Avec la charge de travail actuelle, c'est absolument impensable d'imaginer qu'on va pouvoir travailler avec une personne de moins dans l'équipe. On avait vraiment beaucoup de demandes de subventions. On a regardé dans tous les tiroirs, on a cherché partout. Puis ça nous demande encore beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, de l'énergie qu'on pourrait vraiment mieux utiliser autrement, ailleurs, pour faire des choses comme notre mandat. À l'approche du 1er juillet, tous les yeux sont braqués vers les gens qui se retrouvent à la rue. Mais l'époque où c'était un problème estival est révolue. On doit maintenant composer avec ça à l'année longue. Ça ne va pas en s'améliorant. On se demande vraiment ça prend quoi de plus au gouvernement pour poser des actions concrètes. Merci. Bonjour, moi je suis Céline Ducap, je suis coordonnatrice au Pas de la Rue. Le Pas de la Rue, c'est un organisme communautaire pour les 55 et plus en itinérance ou en grande précarité. Donc, c'est des gens qui vivent à la rue ou qui sont en hébergement. On a 2 centres de jour, un à Centre-Sud et un à Tétroville, dans l'est de Montréal. On a 67 logements, on propose de l'accompagnement psychosocial, des ateliers, un espèce de service, de continuum de service en tout cas qu'on propose au quotidien. Mais ce qu'on constate effectivement, c'est que l'itinérance, en tout cas la situation se dégrade de jour en jour. Depuis plusieurs années, on voit nos chiffres grimper et exploser, notamment ces derniers mois. Depuis le mois d'août, c'est 13,5% de fréquentation en plus dans nos centres de jour, autant dans l'Est que dans le centre-sud. C'est 40% de repas de plus servis en 1 an. Centre-Sud a vu, depuis le mois d'août, une augmentation de 18% de plus. On accompagne plus 18% à chaque jour, depuis le mois d'août. L'année passée, si on compare le mois de mai, l'année passée, c'était une moyenne de 63 personnes qu'on accueillait au quotidien. Cette année, au mois de mai, on accueillait 89 personnes en moyenne. C'est 25 nouveaux visages par mois qu'on accueille. C'est énorme. C'est une augmentation qui est énorme. Pour répondre à cette augmentation, dans le Centre-Sud, on a dû prendre des décisions avec lesquelles on n'est pas toujours en accord. C'est-à-dire qu'on a dû mettre 2 services de repas en place. Donc, ça veut dire, parce que notre centre de jour est trop petit pour accueillir autant de personnes. Donc, c'est 2 services de repas. Donc, ça veut dire demander à des gens de laisser leur place. On avait des sofas dans lesquels les gens venaient se reposer et passer un petit bout de nuit qu'ils n'avaient pas eu. On a été obligé de les retirer pour pouvoir gagner de l'espace.
Donc, ça rend notre espace moins accueillant, moins chaleureux. C'est des personnes qui avaient besoin de ces lieux-là. Ça paraît banal, on en a dit 2 services, enlever des sofas, mais pour ces personnes-là, c'est un petit bout c'est un petit bout de leur famille, de leur chez eux qu'on a limité, en fait, qu'on a changé. Depuis 8 mois, nous, on voit la situation se dégrader en espérant toujours qu'il y ait une amélioration qui va venir. Malheureusement, on ne le voit pas, cette amélioration-là. On a un rythme effréné qui est devenu notre quotidien. Depuis l'action de grâce, on court un sprint et on ne voit pas la possibilité de se reposer, de s'arrêter et de se poser à un moment donné. Pour la première fois cette année, on n'a pas eu le répit qu'on escomptait après les fêtes de fin d'année. On reste ouvert le temps des fêtes de fin d'année, on reste ouvert pour les jours fériés, et c'est la première fois cette année qu'on n'a pas eu une espèce de baissée, de souffler qu'on a habituellement. C'est vraiment... On s'épuise en fait. Les équipes s'épuisent, les organismes sont au bout de ce qu'il est possible de proposer. C'est vraiment... Certains organismes sont à l'agonie en fait. Ils vont à l'encontre de leurs valeurs, à l'encontre de ce qu'ils ont l'habitude de proposer aux personnes qu'on accueille au quotidien, en diminuant leurs services, en diminuant leurs horaires, en fermant leurs portes parce qu'ils n'ont plus les financements, parce qu'ils n'ont plus les ressources humaines, pour réduire l'épuisement aussi, parce que cet épuisement-là, il faut y répondre, les équipes sont au bout du rouleau. Nous, au pas de la rue, les aînés qu'on accompagne sont de plus en plus démunis, sont de plus en plus nombreux dans cette situation de précarité, de vulnérabilité, dans l'incapacité de se loger, dans l'incapacité de se maintenir en logement. Ils font souvent face à un vieillissement précoce, avec de plus en plus de troubles de santé physique, mentale, psychologique, cognitif. On n'a pas de solution, c'est de plus en plus difficile de répondre à cette difficulté et de trouver des solutions. Et sortir de cette précarité, c'est pas juste une histoire de choix, c'est pas juste on choisit de tomber en itinérance ou on choisit de s'en sortir, on choisit d'être en toxicomanie ou de s'en sortir. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et on s'entend, comme on l'a tous pu le nommer aujourd'hui, qu'un budget d'aide sociale, ça ne permet pas de se loger aujourd'hui. Une simple chambre dans une maison de chambre, c'est 700 $. Quelqu'un qui gagne 800 $ d'aide sociale, il n'a plus rien pour vivre après. Donc, une fois que la chambre elle est payée, c'est quoi qui lui reste? Nous, organismes communautaires, on leur vient en aide pour les nourrir, pour leur apporter un soutien au niveau alimentaire. Mais on ne peut pas toujours faire des miracles avec ce qu'on n'a pas, avec ce qu'on reçoit en don des organismes communautaires. On nous demande d'être audacieux, d'être innovants, tout en accordant seulement des financements annuels au lieu d'être pluriannuels. Ces financements, ça serait du temps précieux de gagner. Ça réduirait considérablement le stress lié au renouvellement qu'on doit faire à chaque année de ces subventions-là. Elles sont essentielles à notre survie, ces subventions-là. Mais toute cette situation, ça nous éloigne du cœur de notre mission. À chaque fois qu'on doit porter attention aux subventions, au renouvellement, nous, ça nous éloigne de notre mission qui est d'accompagner nos personnes au quotidien. Et cet accompagnement, il est essentiel. Comme le disait Edith tantôt, des exemples, je pourrais vous en citer 36, 700, il n'y en a pas de problème. On a choisi à l'équipe de parler d'une personne. On va l'appeler Albert, 63 ans. Il vivait en location parce qu'il n'avait pas assez d'argent, en colocation parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour payer le loyer tout seul. C'est un monsieur qui a des connaissances un petit peu limitées, qui n'a pas signé de bail, qui était juste en sous-location, qui n'a pas signé de bail, qui ne connaît pas ses droits. Son colocataire a quitté le logement, il se retrouve tout seul à devoir payer son logement. Son logement, il est à 850 €. Il a 800 dollars, excusez, je savais qu'il y avait un petit problème. Et ce monsieur-là, il a 800 $ d'aide sociale. 850 de loyer, 800 $ d'aide sociale, ça ne marche pas. Ça ne permet pas de couvrir son loyer. On l'a soutenu pour se défendre, on l'a référé à des organismes communautaires comme le comité logement, comme la clinique juridique itinérante. Mais malgré tout ça, monsieur, il perdra son logement au 1er juillet. On l'a soutenu, il s'est acheté un petit peu de temps. Il est venu se reposer chez nous, il est venu se nourrir. Mais sans nous et sans les autres organismes communautaires, sans les autres ressources, ce monsieur-là, il aurait déjà perdu son logement par manque de connaissances, par manque de ressources lui-même, parce que son propriétaire lui faisait des menaces. Le problème, c'est qu'Albert, c'est 1 sur les 700 qu'on accompagne au quotidien. Et la réalité, c'est qu'au 1er juillet, des Albert, il va y en avoir plein.
Et Albert, ça pourrait être n'importe lequel d'entre nous, en fait. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, c'est qui, en fait? Donc, pour certains, ça sera leur première et on pourra peut-être les sauver. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Et puis, tout le monde, n'oublions pas que tout le monde a droit à un logement digne, salubre, décent, que vivre à droite, à gauche, chez des amis, chez la famille, dans des cafés, 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, dans les Porsches, ça fait partie de l'itinérance. On ne la voit pas, elle est cachée, mais elle existe, elle est là. Et celle-là, on n'en parle jamais. On ne les voit pas. On les pointe du doigt sans forcément les considérer. Mais il ne faut pas l'oublier. Des logements aussi, c'est bien, c'est beau. Des logements subventionnés, c'est génial. Ça ne suffit pas toujours. Après plusieurs mois, années à vivre dans la rue ou dans les refuges, c'est une perte totale, ou presque de réflexe de vivre en appartement. Cela prend des logements subventionnés avec des accompagnements et du soutien communautaire. Cela prend du financement pour engager des intervenants qualifiés qui savent faire face à ces personnes qui sont démunies, qui sont désorganisées, désaffiliées, pour qui doivent reprendre des repères, qui doivent reprendre confiance en eux. Parce que vivre dans un nouveau logement, c'est réapprendre à vivre avec soi-même d'abord. C'est se faire confiance pour retrouver une stabilité en logement. C'est reprendre du pouvoir sur sa vie, du pouvoir d'agir, ne pas se retrouver une nouvelle fois à la rue. Et ça prend tout ça pour ne pas de nouveau retomber du mauvais côté. Comment on se sentirait, nous, comment on le vivrait, comment vous vous sentiriez, vous, sans avoir personne avec qui parler dans son logement, quand on a eu l'habitude d'être dans un quotidien de bruit, comment vous vous sentiriez dans ce silence qu'est l'appartement dans lequel vous vivez? Comment vous vous sentirez de vous retrouver seul, sans personne avec qui parler ou entendre le bruit du quotidien? Les ressources comme le pas de la rue, on est là pour les accompagner, ces personnes-là, au quotidien. Mais maintenant, on arrive à un point où on dépasse nos limites. C'est quoi la suite? Jusqu'où on va devoir étirer nos ressources, nos capacités, nos équipes? Jusqu'à quand on va devoir compresser nos services pour répondre à la demande qui augmente de jour en jour? On est de plus en plus confronté à la détresse à laquelle il est de plus en plus difficile d'apporter des réponses adéquates. On le fait, mais à quel prix? Et jusqu'à quand? Bonjour, Anne-Marie Boucher, du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec. J'ai la charge de clore cette conférence de presse. Je pense que toutes les présentations avant moi l'ont bien montré. En ce moment, dans une crise sans précédent, une crise dont le logement, si on veut, est le point pivot. C'est le révélateur d'une situation de grande précarité, de grande pauvreté. L'absence d'un logement décent, c'est souvent ce qui limite la réalisation d'un paquet de droits, le droit de participer à la société, le droit d'avoir une alimentation suffisante, d'avoir un endroit sécuritaire, un endroit digne. Le droit à la santé aussi est menacé lorsqu'on n'a pas un logement abordable, un logement décent. Et nous, dans le milieu communautaire, on est les premiers témoins de cette situation-là qui s'aggrave d'année en année et qui arrive à un point de rupture. Je pense que plusieurs l'ont dit avant moi. En ce moment, dans le milieu communautaire, on est les premiers témoins de cette situation de dégradation-là. On voit les gens qui partent en vrille, qui ne vont pas bien. Nos intervenants et intervenantes aussi ne vont pas bien en étant impuissants face à cette situation-là. On se retrouve à être un milieu qui n'a plus les bons outils dans son coffre à outils pour faire face à une situation. C'est comme si on était face à un feu de forêt et qu'on avait des petites chaudières d'eau pour éteindre ça. Il y a souvent l'image du plaster pour une hémorragie. Bref, on est face à une crise sans précédent où le milieu communautaire ne peut pas résorber cette crise-là à lui seul. On a besoin d'une action de la part du gouvernement pour faire face à cette crise-là. Donc, on va arrêter de patcher le bobo. Il faut s'adresser aux causes de la crise. Et pour s'adresser aux causes de la crise, on lance une adresse au gouvernement du Québec aujourd'hui. On va sortir des luttes partisanes. On ne se fera pas de capital politique avec une crise telle que la crise sociale face à laquelle on fait face en ce moment. Ce qu'on demande au gouvernement du Québec, c'est de mettre en place un comité qui va être transpartisan, qui va mettre les querelles de partis de côté pour travailler ensemble, tous partis confondus. On a besoin d'un espace, un comité qui serait interministériel aussi, parce que le logement, ce n'est pas une situation isolée. Il y a plusieurs ministères qui doivent être interpellés pour faire face à cette crise-là. On a besoin d'une action d'urgence, une action rapide qui sera aussi respectueuse des droits humains, bien évidemment.
C'est pas une adresse à la ministre Duranceau qu'on fait aujourd'hui. Là, on veut être très clair. C'est une adresse au gouvernement du Québec. Donc, on s'adresse au premier ministre, on s'adresse aux différents partis d'opposition. On vous demande de travailler ensemble et de faire quelque chose. Écoutez, si c'est un comité transpartisan interministériel qu'il faut mettre en place, mettez-le en place et rapidement. Si c'est un autre chemin qui va vous permettre d'agir sur la situation, prenez un autre chemin, mais prenez-le rapidement. Mais soyez à l'écoute du milieu communautaire. Il y a une expertise sur le terrain qui doit être entendue dans le cadre de ces travaux-là qui doivent se mettre en place rapidement. On est ici, c'est pas pour rien. Dans quelques jours, c'est le 1er juillet. Il y a plein de personnes au Québec qui vont se retrouver à la rue. Et vous savez, se retrouver à la rue, c'est assez rapide. Donc, ça se fait l'espace d'une journée. On perd notre logement, on est à la rue. Mais sortir de la rue, puis je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent en témoigner ici aujourd'hui, c'est long. Ça prend du temps, ça peut être des années de sortir de la rue. Il faut agir en prévention, il faut agir maintenant, et on s'attend à des réponses de la part de notre gouvernement dans les prochains jours. C'est un cri d'alarme qu'on lance. Ça fait plusieurs qui sont lancés, tant par nos partenaires du FRAPRU que par d'autres groupes communautaires. On veut des réponses. Donc, on vous lance ce cri aujourd'hui. Merci beaucoup. On va être disponible pour des questions des journalistes. Donc, s'il y a des questions en français ou en anglais, je pense qu'il y a des différents groupes qui sont présents aujourd'hui. Il y a aussi Edith Lambert qui est en ligne, qui peut répondre aux questions. Je ne sais pas qui est chargé de passer la parole. Je peux le faire. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, il peut y avoir des entrevues individuelles. Oui? Il y a 191 personnes à Montréal, il y a quelques jours, qui n'avaient toujours pas de ménage ou se loger pour le 1er juillet. C'est quoi la situation? C'est quoi le profil de ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des familles? En avez-vous rencontré? Ah, c'est tout le monde. Il y a vraiment de tout le monde, mais oui. Je pense que toi, tu vas avoir des données. Là-dessus, c'est ça, c'est à Montréal, il y a une augmentation énorme des gens qui vont se retrouver sans logement le 1er juillet, partout aussi au Québec. C'est ça aussi le dénominateur commun dans l'ensemble des régions, c'est qu'il y a une explosion partout. Évidemment, la situation est très, très grave en ville, mais à l'extérieur, c'est doublé par le fait qu'il y a des moins de ressources qui sont adaptées à ça. La situation s'est dégradée tellement rapidement que dans les 4-5 dernières années, on a vu apparaître des phénomènes qu'on ne voyait pas ailleurs au Québec, des situations d'itinérance visible. Il y a certaines régions où c'était complètement inconnu. Maintenant, c'est partout. Pour répondre à la question sur le profil, il y a de plus en plus de gens qui ont des jobs à temps plein, puis qui sont dans la rue, qui dorment dans leur voiture, puis encore là, c'est partout. Donc, il n'y a plus tant de profils, j'ai l'impression, des gens qui font appel au service d'aide. C'est des gens qui se retrouvent sans logement le 1er juillet pour qui les options sont très limitées pour une édition. Le 1er juillet, c'est lundi prochain. Comité interministériel, comité transpartisan. Le gouvernement a bien l'habitude de créer des comités. Concrètement, vous attendez à quoi d'un tel comité à court terme? Parce que l'urgence, c'est maintenant. C'est pas facile de créer des comités pour avoir des solutions à long terme. Elle ne va pas nous parler pour solutions techniques. On va faire des pas. Ça fait ça comme ça. Mais à court terme, on fait quoi? Vous demandez quoi exactement à court terme? Je peux. C'est parce que oui, il y a des choses à faire à court terme, évidemment. L'aide d'urgence, elle est nettement insuffisante. C'est certain, sauf que on se répète d'année en année. Donc, tant qu'on n'adressera pas la problématique avec des solutions qui sont à long terme, pérennes, on va se répéter d'année en année, puis, comme Anne-Marie l'a dit, on va mettre des plasters sur des hémorragies. La situation qu'on vit en ce moment, avec les solutions qui sont appliquées par les gouvernements à l'heure actuelle, il n'y a aucune lumière au bout du tunnel. Là. À court, moyen et long terme, il n'y a rien, il n'y a aucune solution pour énormément de locataires qui vont se retrouver sans logement. Donc, il faut commencer quelque part à appliquer des solutions vraiment drastiques. Il faut changer, premièrement, d'optique.
Parce que c'est pas vrai qu'on va régler la situation de la crise du logement en augmentant l'offre de logement. Pour l'instant, c'est la seule réponse qu'il y a du gouvernement. Donc, on a l'impression que c'est la solution qui est appliquée depuis des décennies au Canada et au Québec avec les résultats qu'on connaît maintenant. Donc, il faut se pencher sur les causes profondes de la crise du logement, sinon on va se retrouver à pareille date l'an prochain, l'année d'après, puis dans 20 ans, avec une situation qui va avoir encore empiré une crise sociale qui va être insurmontable. À ce moment-là, je vais vous demander une solution pérenne. Pensez à quoi? Parce que je le sais, là, vous savez, 35 ans là, que j'entends la même chose. Oui, il faut des logements sociaux. Ben, on n'applique pas les solutions, ben, c'est pas juste des logements sociaux. À plus court terme, il faut s'attaquer aux évictions, il faut s'attaquer à l'explosion des loyers. Effectivement, ça fait une quarantaine d'années qu'on a une revendication au Reclac pour un contrôle des loyers. Ça fait 40 ans qu'on le fait. Ça n'a jamais été pris au sérieux. Donc, tant qu'on ne le fera pas, ça va continuer à se détériorer. Ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on sonne l'alarme. Il y avait une croyance, je pense, que le parc locatif était plus abordable au Québec. On se consolait en disant que c'était pire ailleurs au Canada. Là, maintenant, on est en train de rattraper les pires réalités là, dans le pays. Donc, je pense que de s'être félicité de ça pendant longtemps, c'était irresponsable. Donc, il faut un contrôle des loyers, il faut plafonner les hausses de loyers. Ça, c'est des solutions à court terme, c'est facile à appliquer. Un registre des loyers, un plafonnement des hausses de loyers, ça va déjà mettre le couvercle sur la marmite des loyers qui explosent. Ensuite de ça, il faut s'attaquer aux évictions en contrôlant les évictions parce qu'il faut comprendre que là, maintenant, là, la majorité des gens qui se retrouvent en situation d'itinérance, c'est parce qu'ils ont été évincés d'un logement. La majorité des évictions qui se produisent, c'est parce qu'il y a des tactiques frauduleuses qui sont employées par des propriétaires qui ont une complaisance envers ces propriétaires, ces spéculateurs immobiliers de la part de tous les paliers. Donc, ça, c'est des solutions relativement rapides. Maintenant, oui, à long terme, on ne s'en sortira pas. On est en queue de peloton au Québec en termes de proportion de logements hors marché et de logements social. On est en queue de peloton au Canada, qui est vraiment pas un exemple parce que le Canada est en queue de peloton lui-même au niveau mondial là, pour des économies comparables. Donc, ça, c'est à long terme, on ne s'en sort pas, il va falloir faire ça. En fait, ce qui me frappe, outre le problème qui revient d'année en année, c'est aussi la fatigue des intervenants. Tout le monde semble avoir dit aussi. De quoi vous avez besoin en tant qu'organisme? Vous allez dire de l'argent, est-ce que c'est de faciliter les demandes de subventions? Qu'est-ce qui peut être fait pour que les organismes se tiennent plus sur le doigt sur le bord du travail? Oui, vous l'avez nommé, effectivement, idéalement. Arrêtons de faire des subventions annuelles, arrêtons de faire des subventions qui ne sont pas pérennes. Ça nous épuise. Arrêtons de devoir justifier tout le temps pourquoi on doit fournir à chaque année, je ne dis pas que tu vas le faire, mais à chaque année, on doit fournir des chiffres extrêmement précis qui nous prennent du temps. C'est des données qu'il faut qu'on aille fournir à chaque année. Pourquoi on ne nous fait pas confiance un petit peu aussi? Ça fait, je vais parler de mon organisme, ça fait 27 ans qu'on est sur la place, on grossit d'année en année. Pourquoi on ne nous fait pas confiance? Pourquoi on doit toujours justifier notre travail? Si on avait moins de justification à faire aussi, peut-être que ça nous aiderait. Il nous manque tout le temps du monde. On accueille, si je prends notre exemple, on est 2 centres de jour ça fait 2 ans qu'on est 2 centres de jour. On est financé pour 1 an et demi. Donc, il nous manque du financement en permanence et je ne suis pas le seul, on n'est pas le seul, il manque de l'argent tout le temps. On ne peut pas, on est épuisé parce qu'on fait le travail de 5, on n'est que 3. Donc, comme tu disais, on met des plasteurs sur des hémorragies. Donc, c'est notre quotidien en fait, mettre des plasteurs sur des grosses hémorragies. Des petits machins sur des gros trucs, on ne peut pas s'en sortir au bout d'un moment. On ne peut pas demander toujours à nos équipes d'aller toujours plus loin, toujours plus, toujours plus. C'est ça, ça ne marche pas. C'est bien là. Peut-être ajouter aussi, oui, il faut financer davantage les groupes communautaires, mais il y a aussi les services publics qui sont souvent manquants.
puis qui font en sorte qu'on fait 15 coups de fil au lieu d'en faire un, puis que la personne reçoive du soutien. T'sais, on n'est pas là pour remplacer les services publics dans le milieu communautaire. Hein? On est à côté, on est en parallèle. On n'est pas là pour remplacer les services publics. Fait qu'il y a un financement des services publics, les services sociaux, le surlogement. Il y a des services qui doivent avoir, qui doivent être disponibles plus facilement parce que ça fait partie de l'épuisement aussi qui a été nommé par Edith. Nous finançons les services publics. Ben, c'était dans la même veine, en fait, c'est que premièrement, si les services publics, le gouvernement répondait aux demandes auxquelles ils sont supposés répondre, nous, on ne serait pas obligés de le faire. Si, quand mes locataires appellent au tribunal du logement, quelqu'un répond et leur donne une information et leur donne la bonne information. Donc, s'il y a assez d'employés qui sont assez bien traités, qui sont assez bien formés et qui peuvent répondre aux locataires quand ils appellent, parce que la vocation du tribunal administratif du logement, c'est d'informer les locataires, entre autres. Mais malheureusement, en ce moment, les gens y arrivent chez nous, ils se présentent, ils disent, ben là, j'ai une audience dans 3 jours, ça fait 15 fois que j'appelle, puis j'ai des raccrochages de courtoisie, j'ai laissé un message, ça n'a pas marché. Des fois, ils se font dire d'appeler ailleurs, ils se font dire de venir dans un comité logement, mais le nombre de fois où j'ai des gens qui me disent j'ai appelé et j'ai réussi à avoir un rendez-vous et une information pertinente, c'est très, très, très marginal. Donc déjà, nous, si on n'était pas dépassés à faire le travail, en fait, qui n'est pas le nôtre, ben, on aurait beaucoup de temps pour faire plein d'autres choses vraiment intéressantes. Après, c'est quoi qu'on a besoin? Les organismes communautaires, en ce moment, se font évincer de leurs locaux, eux aussi. On a des comités logements à Montréal et ailleurs qui ont changé de locaux 3-4 fois dans les dernières années. On a besoin, c'est ça, de subventions qui sont pérennes parce qu'en plus de se retrouver le moins d'employés, ben, c'est un exemple assez facile à citer pour moi parce que moi, j'ai su 2 semaines avant la fin de mon contrat parce que c'était tellement long avant d'avoir la réponse de la subvention que j'avais plus de job. Fait qu'en plus, toute l'équipe est découragée parce qu'ils vont avoir encore plus de travail. On était déjà dépassés à 5, ils vont être dépassés à 4, mais ils perdent aussi quelqu'un avec qui ils viennent de passer des moments très difficiles pendant 1 an parce que ça a de la valeur aussi de pouvoir garder les mêmes employés et de ne pas avoir... Si on a une autre subvention 6 mois plus tard, ben moi, je ne peux pas rester sans emploi pendant 6 mois à attendre que j'aimerais vraiment ça retourner travailler là où je travaillais. C'est plein de petites choses comme ça. Des locaux communautaires comme on a ici au monastère, c'est vraiment rare. Nous, on est vraiment chanceux, mais le nombre de... Puis on dit, il y a des organismes communautaires qui sont évincés, mais il y en a d'autres aussi qui ont juste des augmentations de loyer qui sont tellement énormes qu'ils ne peuvent pas rester. Fait que d'avoir des locaux pour les organismes, que les organismes ne soient pas obligés de constamment dépasser leur mandat, ça serait déjà une bonne base, puis d'avoir assez d'employés pour fournir à la demande, c'est vraiment comme, ça serait la base. On parle beaucoup du 1er juillet. Évidemment, dans les prochains mois, il y a aussi l'université, le cégep qui va recommencer. Est-ce que vous attendez à vivre une autre crise à la rentrée, comme là, cette année, ce que vous nous dites, c'est pire que les années passées? Honnêtement, ben c'est ça, moi, ça fait juste 1 an. Je suis au comité logement, un peu plus d'1 an maintenant. Et l'année passée, actuellement, après le 1er juillet, il y a eu une accalmie. Malheureusement, l'année passée, c'est pas arrivé, ça. Puis toute l'année, il y avait des gens qui étaient en situation de perte de logement. Toute l'année, les gens nous appelaient parce qu'ils allaient se retrouver sans logement. Ça n'a pas dérougi vraiment. C'est sûr que c'est pire parce qu'il y a beaucoup de taux qui se renouvellent en juillet. Alors, il y en a beaucoup qui ont eu une reprise ou une éviction. Mais la réalité maintenant, c'est que c'est plus juste en juillet et ouais, pour toutes sortes de raisons, c'est toute l'année. Donc, le service individuel par rapport aux reprises, évictions, perte de logement va pas diminuer après le 1er juillet nécessairement. Si on considère là, que vous trouvez à être le filet de sécurité, du filet de sécurité prétendu du gouvernement, l'impression qu'on a, c'est qu'il se retire de plus en plus. Donc, tout ça dans votre cours, sans vous donner moyen de vous en changer. Vous attendez à quoi que le gouvernement, ça se crie d'alarme là, alors que
jusqu'à maintenant, puis depuis des décennies, c'est complètement qui se passe. Il vient pour votre espace, il vous abandonne littéralement. Ben, on s'attend à ce qu'à un moment donné, ils réalisent qu'ils sont là pour servir la population. Le gouvernement sont là pour répondre aux demandes de leurs concitoyennes. On s'attend à ce qu'à un moment donné, ils se rendent compte que si leurs semblables se retrouvent à la rue, à la tonne, peut-être que ça pourrait éveiller quelque chose comme de l'empathie chez eux. Puis si on s'arrête de le dire, si on s'arrête de nommer les choses, si on s'arrête de se battre et de le verbaliser à chaque année, on va encore être encore moins écouté et moins entendu en fait. Donc si on veut continuer à défendre les gens qu'on défend au quotidien, si on veut continuer à défendre nos organismes, il faut qu'on continue à le dire. Et puis qu'est-ce qu'on attend? Ben oui, qu'ils réagissent à un moment donné. Mais, parce que c'est ça, c'est ce que tu dis. Tu sais, pourquoi c'est juste dans la cour d'à côté? Ça peut arriver à n'importe qui. Nous, on a accueilli des gens qui étaient avocats, qui étaient médecins, ça fait 30 ans qu'ils sont dans le logement et qui du jour au lendemain perdent leur logement. Donc pourquoi ça leur arriverait pas à eux aussi à un moment donné? Donc si ça permet de faire réagir, continuons à le dire haut et fort. Est-ce que vous êtes capable de tenir le coup longtemps? Parce que là, vous êtes tous étirés au bout. On voit les chiffres sont clairs. Chaque organisme, sans exception, a une clientèle qui est beaucoup plus élevée, 50, 75, 100% plus élevée au fil des ans. Vous êtes capable de tenir le coup combien de temps? On n'est pas les porte-parole de l'ensemble du milieu communautaire, évidemment, en ce moment, mais ce qu'on peut dire, c'est que oui, l'élastique est extrêmement étiré, puis c'est sûr que si ce filet social-là s'effondre, il ne va pas rester grand-chose pour maintenir de l'humanité dans nos sociétés pour les personnes qui sont plus marginalisées, qui sont plus isolées. C'est sûr que ce qu'on sent, c'est qu'il y a un roulement élevé, il y a des arrêts maladie, il y a une fatigue de compassion, il y a une fatigue d'indignation. Nous, ce qu'on voit dans nos milieux, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes qui sont épuisés, qui ont la langue à terre. Dans le milieu de la santé mentale, je pense que c'est la même chose dans le milieu des comités logements. C'est une situation qui ne peut plus tenir. Puis ce qu'on veut lancer comme cri aujourd'hui, c'est pas seulement financer davantage les organismes communautaires. On veut pas pouvoir continuer à assister en étant plus nombreux à une crise sociale qui ne fait qu'augmenter. Donc, il faut qu'il y ait une action qui soit faite en amont. Il faut qu'on agisse sur les causes de la hausse de cette précarité-là, de la hausse de la détresse, de l'appauvrissement de la population. C'est pas aux communautaires de gérer cette aggravation-là des inégalités sociales. C'est vraiment le message qu'on veut lancer aujourd'hui. On espère être entendu. On le sait que ça fait des années qu'il y a un sous-financement du milieu communautaire, qu'il y a une méconnaissance, un manque de reconnaissance de l'action de ces milliers de groupes-là au Québec qui tiennent le filet social à bout de bras. On l'a vu dans le dernier budget, il y a eu très peu d'argent ajouté. Il y a eu un 10 millions qui a été ajouté à la mission globale en santé et services sociaux, ce qui est très, très peu par rapport aux besoins du terrain. C'est sûr qu'on s'attend à plus de financement, mais il ne faut pas que l'argent aille seulement vers les milieux communautaires. Ce n'est pas ça le message aujourd'hui. Le message, c'est mettez-vous ensemble, proposez des solutions pérennes, ayez du courage politique pour agir sur la crise du logement, oui, en protégeant mieux les droits des locataires, en investissement au niveau du tribunal administratif du logement, en investissement dans le logement social, comme le martèle le frappe depuis plus de 40 ans. Il faut agir en amont. Puis à ce moment-là, on pourra donner à respirer à nos groupes aussi. Mais ce n'est pas juste de nous donner plus de ressources pour gérer davantage la détresse de la population. Ce n'est pas la solution à la crise qu'on met en lumière aujourd'hui. Ouais, j'aimerais ça aussi parler, Rosanne a parlé tantôt du tribunal administratif du logement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le tribunal administratif du logement ne s'acquitte même pas des mandats qu'il a. Au départ, la régie du logement a été créée pour rétablir un certain équilibre dans le rapport de force entre les propriétaires et les locataires. Depuis longtemps, c'est plus du tout ce que fait le tribunal administratif du logement. En fait, c'est plutôt le contraire. Maintenant, il y a eu une perte de confiance très importante des locataires envers cet appareil-là. Au début de la régie du logement, c'était environ 50% des demandes qui étaient ouvertes par des locataires et 50% par des propriétaires.
ça s'est dégradé, vraiment dégradé. En fait, maintenant, c'est 88% des demandes qui sont ouvertes par des propriétaires et seulement 12% par des locataires. Les demandes qui sont traitées le plus rapidement et en plus grand nombre, ce sont des expulsions pour non-paiement de loyer. Donc, essentiellement, la principale mission du tribunal administratif du logement, maintenant, c'est d'expulser des locataires, c'est de mettre des locataires à terre. D'autre part, le tribunal administratif du logement ne remplit pas du tout, comme Roselyne a dit, sa mission d'informer correctement les locataires de leurs droits. Ce qui fait que c'est continuellement pelleté dans la cour des organismes comme les comités logement. Les préposés, en fait, ont même la directive de référer les locataires au comité logement. Pendant longtemps, ils envoyaient directement au RECLAC. Maintenant, au moins, il y a des réfères vers les comités logements locaux, mais quand même, c'est une job qu'on fait en n'ayant pas plus de financement. Donc, la demande a explosé. Même que, je dirais, on a créé un site web pour RECLAC avec une subvention du ministère de la Justice qui s'appelle locataire.info, qui était justement destiné à pallier un peu là, à la surcharge qui était dans les comités logements, puis à faire la job du tribunal administratif du logement. On a une section de ce site web-là qui parle des dysfonctionnements du tribunal administratif du logement. Parce qu'il faut le dire, il faut informer les locataires que premièrement, c'est très difficile d'avoir une réponse. Lorsqu'on appelle au tribunal administratif du logement, très souvent, ça raccroche automatiquement avant qu'on ait pu avoir la ligne. D'autre part, il faut aussi que les locataires sachent que les préposés, ce n'est pas de la faute des préposés. Ils sont mal formés, ils sont trop peu nombreux. Donc, souvent, l'information qui est donnée n'est pas une information qui est juste et qui est aidante pour les locataires. On a eu une subvention du ministère de la Justice pour ce site web-là. Là, on a eu des pressions politiques dans les dernières semaines pour qu'on retire la section qui parle du dysfonctionnement du tribunal administratif du logement. Sous menace de nous retirer la subvention, sous menace même que le ministère de la Justice allait être réticent maintenant à financer des projets comme ça pour les organismes communautaires. Donc, non seulement on fait la job du tribunal administratif du logement, mais on n'a même pas le droit de dire que le tribunal administratif du logement ne fait pas sa job. Donc, premièrement, on pourrait arrêter de nous tirer d'impact. Ça serait la première chose que le gouvernement pourrait faire. Deuxièmement, justement, c'est pas juste le tribunal administratif du logement, c'est l'ensemble du réseau public là, qui fait tout dans la cour des groupes communautaires qui ont moins de financement encore. Donc, je pense que premièrement, il faudrait arrêter de nous tirer d'impact. Puis deuxièmement, il faudrait arrêter de pelleter dans notre cours des mandats qui sont des mandats de l'appareil d'État et du réseau. C'est vrai, c'est en bref sommaire de l'appel que vous m'avez demandé en anglais. Je parle bientôt, mais... Ouais, si tu veux compléter, là, we are national community groups calling for an urgent action from the government right now, because what we see is that the housing crisis has been increasing at a breaking point right now. We are calling for a committee which would be, sorry, I'm just looking for my words, would be an interministerial committee, transparent, would work in a transpartisan way with all the parties at the National Assembly of Quebec. We hope that there will be some structural action on the housing crisis in order to protect the tenants' rights and also to build more housing, social housing. Je sais pas si vous pouvez demander dans le micro s'il y a des gens qui aussi en ligne. Est-ce qu'il y a des questions en ligne sur le Zoom? Est-ce qu'il y a des questions en ligne sur le Zoom? I'll jump in, maybe with a question in English if possible. Yep.
we've heard from the city that there's an increasing number of people who have mental health issues asking for help. You guys are asking for an interministerial committee. I'm wondering whether you guys think we're getting to a point where it's almost a public health crisis, or do you think there's an aspect there where this has to do with public health as well, because we're seeing so many people who have maybe mental health issues, or people going into homelessness? Maybe if you guys can tell me, do you guys think those are connected? Do you think this is a public health crisis? It is a public health crisis. It is even a social crisis. That's why we are asking for an interministerial committee to be structured, because it's impacting the housing crisis has reached a point where it's impacting various aspects of tenants' lives. So yeah, of course, it's physical health issues, it's mental health issues. But the solution are not necessarily to add to the resources in healthcare or the resources in psychological health. The roots of the crisis are the situation in the housing. So a lot of problems are coming from the housing crisis itself. So yes, it's a public health crisis, it's a social crisis, and that's why we're asking for different ministers to be involved in that, and also to listen to the community groups, because often when there are some consultations, sometimes we're invited to speak, but we feel that we are never heard, because what we say don't reflect in the bills that the government is putting forward, or different solutions that are applied. So we're also asking for the government to listen to community organizations. D'autres questions? Bon. Merci.